Alors j'ai commencé cette vidéo en souhaitant à tous ceux qui passent par ici une très belle année 2023 avec plein de beaux projets. Je sais que nombreuses d'entre vous sont sur le projet d'ouvrir leur salon de prothésiste ongulaire ou aller à domicile. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde avec ce métier. Surtout ne lâchez pas vos projets et ayez votre plan d'action, savoir où est-ce que vous allez. Donc tout ça pour dire bonne année 2023. Alors aujourd'hui c'est la vidéo sur les questions que essentiellement 2 abonnés m'ont posées. Donc j'ai mélangé avec d'autres petites questions que j'avais reçues entre temps ou avant. Je remercie Coralie et Guylaine pour leurs questions et donc je vais essayer de répondre un max à ce que les filles m'ont envoyé. J'ai ici toutes les réponses aux questions, voilà, donc ça va peut-être un peu long, mais je vais faire de mon mieux pour y répondre. Alors la question que j'ai reçue, celle-ci elle était sur YouTube et c'était: j'aimerais beaucoup savoir ton parcours, les formations que tu as faites pour devenir prothésiste angulaire. J'ai un bac scientifique que j'ai fait en Bretagne parce que je suis bretonne. Puis après ça, je me suis dirigée sur un BTS esthétique cosmétique que j'ai fait sur Rennes également. Et en fait, lors de ce BTS, j'ai fait une formation pour travailler en stage chez Chanel. Donc sur toutes mes vacances, je travaillais chez Chanel. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, waouh, c'est ce métier-là que je veux faire. Je veux être formatrice pour une marque de cosmétiques. Du coup, après, je me suis dirigée vers l'ISIPCA pour faire l'équivalent d'une licence formatrice animatrice pour les entreprises de la beauté. Donc ça a duré 1 an et j'ai été en alternance avec Hermès. Donc après ça, Hermès m'a reproposé un CDD, donc je suis restée sur Paris pendant 6 mois. Puis après, j'ai suivi mon amoureux qui était sur Toulouse et là, j'ai travaillé pour Pierre Fabre en tant qu'animatrice formatrice sur la région ouest de la France, donc entre Toulouse et Rennes. Ensuite, j'ai travaillé pour Beauté Prestige International. Donc là, c'est essentiellement le parfum. C'est Narciso Rodriguez, Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake, Zadig et Voltaire à l'époque, Burberry. J'ai été attachée commerciale, donc j'allais de Sephora en Sephora pour présenter les nouveautés et également former les équipes sur les produits et faire la vente le week-end. Ensuite, j'ai continué avec Biotherme. Pareil, j'allais dans les Sephora entre Toulouse et Montpellier. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre du commerce. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre mes études. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon mari a eu l'opportunité de l'expatriation. Donc, en 2016, nous sommes allés au Qatar. Et au Qatar, j'ai été professeure de français dans une école de langue pour adultes. J'ai découvert un métier complètement différent de ce que je faisais. J'ai adoré. Et je suis tombée enceinte à la fin du Qatar et nous avons déménagé à Singapour où j'ai continué en tant que professeure de français. Puis, je me suis décidée au bout d'un moment de créer ma propre entreprise parce que d'expatriation en expatriation, et c'est pas toujours facile de retrouver un boulot. J'ai monté ma boîte pendant la période de Covid quand on était en confinement à Singapour. Et je me suis fait coacher et après, quand on est arrivé ici, je me suis dit que j'allais continuer tout simplement mon activité que j'adore. Voilà pour la question numéro 1. Question numéro 2. Quelle formation j'ai fait pour être prothésiste angulaire? J'ai appris les bases de l'onglerie en BTS, mais c'était extrêmement light et c'était pas ouf. Mais en tout cas, j'avais un attrait pour cette discipline. Mais je ne l'ai pas plus développé que ça. J'ai attendu en gros 10 ans pour retoucher un pinceau sur cliente. Et après, quand j'ai voulu lancer mon activité de prothésiste angulaire à Singapour, je me suis vachement renseignée, mais vraiment à fond, sur la méthode que j'avais envie d'utiliser sur mes clientes. Donc je voulais pas utiliser de produits chimiques, je voulais utiliser une ponceuse, je voulais travailler proche des cuticules dans des conditions saines et propres. Et donc voilà, je me suis vachement auto-formée sur YouTube, sur Instagram. J'ai fait beaucoup de formations en ligne de Kunmimi. Mais ce qui m'a permis de décoller et vraiment de faire la diff, c'est la formation manucurus de Anastasia Lafay que j'ai faite cet été entre mon expatriation à Singapour-New York. Dernièrement, j'ai appelé Laura Fellina pour faire une formation théorique sur les capsules Gelix. Et c'était absolument génial, elle m'a donné plein d'astuces, c'était fantastique. Bref, ces 2 formations me permettent de prendre beaucoup plus confiance en moi et de proposer des prestations beaucoup plus quali.
Et sinon, en termes de formation, j'ai envie de dire que je me forme un peu tous les jours, dans le sens où tous les jours j'ai des vidéos sur Insta et je me renseigne sur les formes d'ongles, la morphologie de l'ongle, l'anatomie de l'ongle. Et YouTube, où je regarde les vidéos des youtubeuses. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme de la formation, mais par contre je considère ça comme l'actualité de l'ongle et surtout rester focus sur l'amélioration de ma technique. Question numéro 3, c'est pour moi la question la plus importante de cette vidéo. C'est comment tu as pris confiance en toi entre tes formations et tes clientes. Donc ça, c'est une question de Coralie. Et en fait, c'est un peu aussi Guylaine qui me posait cette question, la confiance en soi. Alors là, j'ai fait un laïus extrêmement long sur la confiance en toi en tant que prothésiste angulaire. Donc j'ai envie de dire que c'est encore très dur aujourd'hui d'être 10 000% confiante en ce que je fais, même si j'ai confiance à 100% en ce que je fais. Mais il y a toujours des moments de doute et il y a des fois où je ne suis pas complètement satisfaite de mes prestations. Notamment la pose de chez Lix, la vidéo précédente, où on peut facilement perdre pied. Donc j'ai mis que la clé pour moi d'être formée, et surtout le retour des clientes. C'est-à-dire que quand les clientes commencent à te dire « J'adore ce que tu as fait, ça a tenu, c'est incroyable, d'habitude ça tient pas sur mes ongles. Ça fait du bien d'avoir un endroit propre et sain. » Rien que ça, petit à petit, ça regonfle l'estime et ça regonfle la confiance en soi. Alors pour moi, ça a été assez long de prendre confiance en moi parce que même lorsque les clientes étaient satisfaites de la prestation, du résultat, que ça tenait sur leurs ongles et tout, il arrivait des fois où j'étais pas satisfaite de ma prestation, c'est-à-dire que le vernis a pu couler dans les cuticules, ou la forme d'ongle n'est pas complètement carrée ou complètement ronde parce qu'il manque un petit bout. Et dès que je vois tous les défauts sur une pose que j'ai faite et que je faisais, parce que maintenant ça me fait moins, mais et ça me faisait perdre complètement pied en me disant mince, mais c'est nul, tu n'y arriveras jamais, ce que tu vois sur les réseaux, ça a l'air d'être pas si compliqué, mais en fait, toi tu fais toujours un peu les trucs de travers, c'est naze. Et donc là, c'est vraiment la pratique au fil du temps qui nous aide à prendre confiance en nous, vraiment. Parce qu'on commence à avoir les différentes typologies d'ongles. Quand les clients nous rappellent, ça aussi, ça permet de gagner confiance en soi. Donc du coup, on connaît leurs ongles, on sait quel produit on va utiliser et on va plus vite. Et ça, c'est vachement satisfaisant. Il y a différents points sur lesquels j'ai mis du temps à prendre confiance en moi. Donc ça a été les poses parfaites sous cuticule pour faire la manucure russe. Ça a pris du temps. Alors ça, j'ai réglé ça, cette confiance-là avec la formation, quand j'ai commencé à être très satisfaite de ce que je faisais. J'avais du retard parce que en fait, j'allais chez mes clientes et quand j'avais du retard, tout de suite, ça te met dans une situation d'inconfort et tu as l'impression de te soumettre un peu à la cliente. Donc ça, c'était pas agréable. Donc ça, pour gagner la confiance et être plus que ponctuelle, c'est-à-dire prendre vraiment du temps en avance avant d'arriver chez elles ou quand elles viennent chez vous ou dans votre salon. Ça m'est arrivé de me planter d'adresse et là pareil, on se sent un peu sous merde. Donc ça c'est pareil, faire attention, de bien anticiper, de regarder l'adresse. Ça paraît tout con, mais c'est des trucs qu'on fait pas forcément au début parce qu'on se dit oh ça va être facile, j'ai l'adresse, et puis finalement on se plante, donc on se morfond d'excuses et là moi j'ai toujours eu le sentiment de perdre de la crédibilité en faisant ça. Donc bien anticiper ce genre d'erreur. Là aussi c'était quand j'hésitais dans mes protocoles, dans la vitesse de la prestation, c'est-à-dire quand je mettais plus de temps qu'annoncé. Quand je me disais mince, j'aurais pas dû faire dans ce sens-là, mais dans ce sens-ci, je me dis la cliente, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, c'est pas pro, donc je perdais confiance en moi. Alors tout ça, j'ai trouvé des subterfuges à me dire ok, bon c'est pas grave, je me suis plantée, mais la pratique, et maintenant j'ai de moins en moins de problèmes avec ça. Et j'ai pris vachement plus de confiance parce que les formations m'ont permis d'être beaucoup plus ordonnée. Et de savoir qu'à la fin on propose un travail qui nous correspond, et ça aide vachement à prendre confiance en soi. Il y a un autre truc aussi qui a joué sur ma confiance, c'est les clientes qui me rappellent pas ou qui me rappellent plus tard. Ou alors ça
c'est super dur. Moi, j'ai trouvé ça dur dans notre boulot, c'est-à-dire on a toujours le sentiment de devoir chercher les clients, de devoir les accrocher, de devoir leur rappeler qu'on existe là pour leurs ongles. Ça, c'est super dur et en fait, j'ai pris la confiance lorsque, pareil, les clientes m'ont fait le retour elles adoraient quand je leur envoyais un message de rappel en leur disant « Hey Miss Tinguette, ça fait 3 semaines que je t'ai vue, est-ce que ça t'intéresse de planifier un rendez-vous dans les prochaines semaines ?» Et là, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je les embêtais pas à faire ça, mais au contraire, je les aidais. Et ça m'a fait prendre confiance en moi, que ce que je faisais, c'était bien et que ça faisait partie du service client et de la prestation en elle-même. Ouais, en vrai de vrai, prendre la confiance dans ce métier, c'est un chemin assez tortueux à prendre. Il y a toujours des petites ou des grosses galères. Ça vient avec la pratique, ça vient en étant ordonné, ça vient en se plantant. Et moi, pour être tout à fait transparente et honnête, je pense que ça m'a pris au moins 9 mois pour être confiante et de ne pas avoir honte de proposer mes services. Donc ça prend du temps et ça demande beaucoup de persévérance, mais je crois que quand on aime ce métier, quand on a envie de le faire, et ben on est capable de le faire. Ah ouais, et pour vous dire même, lorsque j'ai monté ma boîte à Singapour, quand j'ai commencé, j'ai été coachée et ma coach est devenue coach en même temps que ce qu'on faisait les coachings. Et elle m'a dit, tu sais Gabi, moi aussi tu m'as beaucoup appris, en gros en te plantant, et ben tu m'as montré que moi aussi je me suis plantée. Parce qu'une des choses que je t'ai jamais demandé lorsqu'on a bossé ensemble sur la création de ton entreprise, c'était de savoir si tu étais suffisamment formé ou si tu connaissais suffisamment bien ton métier pour pouvoir te lancer. Et elle m'a dit, bah là, pour le coup, je me suis plantée. Mais en vrai de vrai, heureusement qu'elle ne me l'a pas demandé, parce que sinon, je n'aurais jamais lancé mon business. Donc, comme quoi, je pense qu'il faut commencer en étant confiant et se rendre compte que finalement la confiance elle arrive au fil du temps et surtout être patient. Question numéro 4, comment trouver ses premières clientes? Alors ça sera la question éternelle. Je pense qu'il n'y a pas un moyen précis pour faire, ça dépend de nos personnalités et de ce qu'on veut faire. Moi je vais vous dire les 2 manières que j'ai fait pour Singapour et ici, parce que j'ai utilisé de manière différente, parce qu'à Singapour, je commençais en n'étant pas très professionnelle dans le domaine. Et ici, avec mon expérience que j'avais acquis avant. Et là, je suis toujours en recherche de clients parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai commencé mon activité ici. À Singapour, la clé qui a fonctionné pour faire ma clientèle, c'était de proposer du gratuit. Il fallait que je me réentraîne, il fallait que je me reforme et du coup je me suis fixé un maximum de 50 prestations gratuites. Je venais d'arriver à Singapour, je venais d'être maman, je connaissais pas grand monde. Donc j'ai fait différents cercles, différentes couronnes et j'ai regardé mon cercle de copines les plus proches, un cercle de copines un peu moins proches et le cercle des connaissances. J'ai contacté 5 personnes, j'avais préparé un message, j'avais fait ce message type prédéfini en disant j'ai une copine qui est en train de lancer son activité de manucure, elle est à la recherche des modèles. J'ai envoyé aux 5 personnes et ces 5 personnes devaient me renvoyer 10 contacts de leurs copines. Et donc une fois que j'ai eu ces 50 numéros, et ben c'est moi qui ai recontacté tous ces numéros en disant coucou c'est Gabi, la copine de machin m'a filé ton contact, donc je voulais savoir si ça t'intéressait qu'on planifie un rendez-vous ensemble pour faire ta manucure gratuite pour que je puisse m'entraîner, que tu puisses être mon modèle. Et ça a extrêmement bien marché pour me faire connaître. Par contre, ça n'a pas extrêmement bien marché pour garder les clientes parce qu'en fait, quand tu fais du gratuit, il y en a beaucoup qui profitent du gratuit pour essayer, mais pas pour rester fidèles. En fait, tant qu'elles ne payent pas, c'est pas des clientes très fiables. Donc, j'en ai gardé quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis, en plus, c'était des modèles. Donc, j'ai essayé des choses. Il y a des choses que j'ai loupées. Il y a des endroits où je me suis complètement ratatinée. Mais c'est comme ça, au moins j'ai fait mon expérience et j'ai commencé à avoir quand même quelques clientes et puis finalement du bouche à oreille, ça a continué à marcher un peu de lui-même.
que j'ai fait aussi qui a pas mal marché à Singapour, et c'est ce qui m'a aidé le plus, c'est de poster sur les groupes Facebook des Français ou des francophones à l'étranger. Et donc là à Singapour, ça s'appelait Singapour Nana, et j'avais lancé mon entreprise avec une vidéo. Donc j'avais fait une vidéo de l'activité que j'allais faire et je l'avais mise en présentation, et ça avait cartonné parce que j'étais la seule dans la communauté française qui faisait ce métier. Et donc là j'ai commencé à avoir des appels, et là c'était les clientes qui payaient. Donc voilà, pour répondre à Coralie, c'est ça, c'est que j'ai fait 50 gratuits avant de commencer à facturer réellement les clientes. Donc voilà, et puis petit à petit je repostais quoi, tous les mois et demi, tous les 2 mois sur ce groupe, et je récupérais des clientes comme ça, et après c'était les copines des copines. Et j'avais un fichier client d'une centaine de personnes. Ici à New York, pour trouver des clients, c'est un peu différent parce que je viens en étant beaucoup plus à l'aise avec mon activité, avec mon expérience derrière moi, avec ma légitimité derrière moi. Donc j'ai un statut beaucoup plus sain vis-à-vis des potentielles clientes qui sont en face de moi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il me fallait du contenu Instagram. Donc j'ai demandé à 5 personnes, donc pareil, sur un groupe francophone qui est autour de mon quartier. J'ai fait un post pour demander 5 modèles et faire 5 prestations gratuites. Bon, en vrai j'en ai fait 7. J'ai pris les photos, j'ai posté sur Instagram, j'ai vachement communiqué dessus. Et en fait, c'était pas complètement clair sur la structure légale de mon business. Je savais pas trop comment faire, c'était nouveau. J'avais envie de pratiquer, mais je savais pas trop comment faire pour les États-Unis. Il fallait que ce soit gratuit de toute façon. Puis, fin octobre, ouais, pour début novembre, j'ai posté une officialisation du lancement d'activité. Et j'ai fait une offre promotionnelle de 20%. Et alors là, j'ai commencé à récupérer quelques clientes. Ça a bien fonctionné. C'est grâce à ce groupe Facebook que je me suis fait connaître, en tout cas visuellement. Donc là, c'était plus simple pour moi d'officialiser l'ouverture de mon entreprise parce que je m'étais renseignée sur le côté légal de mon entreprise. Sinon, ce que j'ai fait en action pour me faire connaître et avoir des clientes, c'est des offres de marrainage, c'est-à-dire proposer des promotions en fonction du nombre de personnes que mes clientes allaient me ramener. Mais ça va pas marcher, c'est très bof. Franchement, un peu perplexe sur cette méthode. Et les Instagram m'a ramené pas mal de touches et de contacts avec des Américaines. J'ai envie de dire les posts Facebook, Instagram, et contacter nos contacts et faire jouer son réseau à max. Pour moi, pour avoir les premières clientes et faire étendre ça, c'est ce qui marche le mieux. Et je peux vous garantir qu'avec la solution des 50 numéros pris par les copines, je peux vous dire qu'avec 50 contacts, on peut déjà faire un beau fichier client et bien commencer son activité. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est via Insta, songez à faire de la publicité payante via Insta. Là, moi, je vais m'y coller, c'est mon objectif là, de la fin du mois. Ça m'avait un peu apporté des clientes à Singapour, mais là, je vais le faire différemment et je croise les doigts pour que ça amène des clients. La question numéro 5, c'est quelles sont les actions marketing que tu as mis en place? J'ai fait du gratuit avec des modèles. J'ai fait moins 20% pour le lancement officiel de mes entreprises. Je chope un maximum des numéros dès que j'ai quelqu'un ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut que j'arrive à aller plus loin. Dès que je chope un numéro ou que quelqu'un vient vers moi en me disant « Tiens, j'ai entendu parler de toi. Pour faire les manucures, il faudrait que je vienne, il faut que je transforme l'essai en lui disant « Ok, ben, on prend un rendez-vous quand alors ?» Donc ça, c'est un travail que j'ai à faire. Il peut marcher aussi en action marketing, c'est les cartes fidélité. Moi, je pense que je vais mettre ça en place. C'est au bout d'un certain nombre de pauses, tu as une réduction sur la 5e pause ou la 10e pause. Mais je pense sincèrement que la meilleure action marketing que l'on puisse faire, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire se montrer. Alors moi, typiquement dans les pays, il y a des associations qui s'appellent les accueils. Donc il y avait Doha Accueil, Singapour Accueil. Là, il y a Westchester Accueil. Et là, typiquement, ce qui marche le mieux en ce moment pour moi, c'est de participer aux visites que l'accueil fait, les Ladies Night que l'accueil fait, les cafés que l'accueil fait. Et là, je peux vous dire de montrer sa tête, petit à petit, les gens, ils viennent
vers soi en disant « Ah tiens, on s'est vu la dernière fois, mais c'est toi qui fais les ongles et tout. » Et ça marche parce qu'au moins ils savent à qui ils ont affaire. Mais ça demande beaucoup d'énergie, il faut vraiment se motiver. Mais je suis persuadée, le meilleur marketing que l'on puisse faire, c'est soi-même. Il faut montrer sa tête et son travail dans les événements physiques et sur Instagram. Voilà, pour moi, c'est les meilleures actions de marketing. Et donc, la question numéro 6, c'est quel retour j'ai eu suite à ces actions marketing. Entre Singapour et New York, en 2 mois, j'avais au moins 50 numéros et 50 contacts dans mon fichier client grâce à tout ce que j'ai fait. Et je peux vous dire qu'avec 50 contacts, on fait déjà beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut savoir les utiliser, il faut savoir les relancer, il ne faut pas avoir peur de relancer ses clientes. Il ne faut pas avoir peur de demander les numéros. Il ne faut surtout pas lâcher. Parce qu'on dit généralement, pour 9 non, on a un oui. Tant qu'on ne rabâche pas, on ne rabâche pas. Et on dit ce qu'on fait sans être trop insistante, mais juste dire « Ah, bah mon métier, c'est d'être prothésiste ongulaire. » Ah bon, c'est quoi? Et expliquer en douceur, sans être trop pushy et tout. Et ben, je vous garantis qu'au bout de 9 non, on a un oui. Et c'est un effort, mais ça vaut le coup de le faire. Question numéro 7. Alors, la question c'est comment fixes-tu les prix de tes prestations? Pareil, j'ai fait 2 manières différentes entre Singapour et ici. À Singapour, c'était le tout début, j'avais aucune idée. Et il faut savoir que dans tous les coins de rue, il y a des salons à 20-25 € la pose, la manie, 20-25 € la pédie. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me démarque. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de différent. Et c'est pour ça que j'ai fait du domicile, parce que du coup, c'est un truc c'était une prestation qu'on ne trouvait pas très facilement sur Singapour. Et ce que j'ai fait, c'est je suis allée sur les sites internet des salons de manucure qui avaient le standing minimum de ce que moi j'attendais en tant que cliente. Donc j'ai pris 5 à 10 sites même. J'ai comparé tous les prix et j'ai fixé mon prix en fonction de ça. Et ça se résumait à 75 singapourian dollars. Donc ça correspond à peu près à 45 €, 45-50 €. Mais je le faisais pas en salon, je le faisais à domicile et j'avais pas de voiture, donc il fallait que je paye le taxi et tout. Mais vu que je me sentais pas complètement légitime, j'étais pas complètement satisfaite de mes poses, et ben je suis restée sur ce prix-là jusqu'à la fin. Et je suis pas sûre que j'aurais eu assez de confiance pour monter mes prix. Mais je me suis formée entre-temps, j'ai pris du grade et je me suis dit, je suis dans un nouveau pays, donc je mets des nouveaux prix. Le niveau de vie des habitants est encore plus élevé que ceux de Singapour. Et là, j'ai même pas regardé quels étaient les prix des autres salons, parce que là, je peux vous dire qu'il y a un paquet de salons aussi tout autour de chez moi, mais qui ne font pas la manucure russe. Et là, je me suis dit, je vais mettre le prix que je mettrais si je pratiquais ce métier en France. Donc, je suis à une manucure à 75 $, donc ça fait à peu près 75 €. Et je suis à 80 pour une pédie. Mais ça ne m'étonnerait pas que je monte les tarifs, un de ces 4. Mais pour l'instant, je fais ma clientèle. J'attends d'être confortable complètement dans ce que je fais. Ce qui me fait garder ces prix-là, c'est que pour l'instant, j'ai essentiellement des clientes françaises qui sont prêtes à mettre ce prix-là. En revanche, quand j'aurai plus d'américaines, je pense que j'augmenterai les prix. Et je me dis, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour l'instant, je ne suis pas complètement complète. Donc, je reste sur ce prix. Mais si à un moment donné, j'ai de la liste d'attente, je monterai les prix pour écrémer un peu les clientes. Et je me le souhaite. Question numéro 8. Comment gérer le fait qu'au début, on mette plus de temps pour la prestation? Doit-on le dire à la cliente? Alors, une des plus grosses erreurs que l'on peut faire, c'est ne pas prévenir la cliente du temps que ça prend de faire notre prestation. Je m'explique. Quand on va chez le coiffeur et qu'on pense y passer 2 heures et qu'au final on passe 3h30, 4h, on est sur les nerfs parce qu'on avait prévu plein de choses dans sa journée et en fait on est obligé de tout faire dans le rush. Et bien les clientes c'est exactement pareil pour nous. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de ne pas dire combien de temps j'allais prendre parce que c'était les débuts, donc j'avais aucune idée de combien de temps je prenais réellement pour une pédie. Et en fait, elle ne m'a plus jamais rappelé, la cliente, parce qu'elle était super satisfaite de sa pose. Mais alors, c'était beaucoup trop long. Et donc, elle s'est dit, plus jamais j'appelle Gabi parce que c'est trop long. Que quand, au contraire, on anticipe la chose et on leur dit prévois entre 2h15, 2h30, parce que moi, c'est le temps que je mets pour faire la manucure que je veux.
et que finalement mes mois de temps, eh ben, elles reviennent toujours parce qu'elles sont super satisfaites. Donc on dit toujours à la cliente le temps et on essaye de surestimer un peu le temps qu'on fait. On dit à la cliente combien de temps ça nous prend et on le dit au niveau de la confirmation du message. Souvent quand la nana me contacte lors de la prise de rendez-vous, je dis donc il faut savoir que je mets entre 2h15 et 2h30 pour faire cette manucure parce qu'on a parlé avant de ce qu'elle voulait et tout. Et comme ça, elle est réglée. Elle a prévu ça dans son agenda et tout le monde est content à la fin de la prestation. Quand on nous dit que c'est trop long, et ben c'est que c'est pas des clientes et qu'elles sont pas prêtes à prendre le temps d'avoir une belle manucure. Question numéro 9. Est-ce que tu es plutôt chablon, capsule ou gélix? J'ai fait un tableau comparatif du chablon les plus les moins, capsule les plus les moins et gélux les plus les moins. J'en ferai une vidéo propre pour expliquer pourquoi l'un et pas pour l'autre. Mais dans les grandes lignes, le chablon, je suis pas assez experte dedans et ça fait trop de poussière. Les capsules, je trouve ça fake et j'aime pas utiliser des produits chimiques. Pour moi, pour le moment, c'est les gélix. Alors, je me suis tout fraîchement formée dessus, donc maintenant, il faut que je pratique. Mais pour moi, c'est la meilleure alternative, même si c'est pas ce que j'aimerais savoir maîtriser. Je préférerais maîtriser le chablon parce que c'est plus sur mesure et tout. Mais en vrai, dans la pratique, je crois que je vais continuer le gélix parce que plus pratique, parce que gel, parce que mieux quoi. Et on finit avec la question numéro 10 qui sont quels sont les avantages et les inconvénients d'être une prothésiste ongulaire qui se déplace à domicile? Pareil. Je pense que je vais faire une vraie vidéo dessus parce que j'ai fait pareil, un tableau avec les plus et les moins d'être prothésiste oculaire qui se déplace à domicile. Franchement, en connaissant maintenant le luxe de faire les prestations chez soi, moi le choix maintenant il est vite fait, c'est je ne vais plus chez les clientes. Alors pour vous faire un petit teasing de ce que je vais dire dans la prochaine vidéo, les avantages et les inconvénients de se déplacer chez les clientes, c'est en gros la liberté et le côté découverte de certains quartiers et de ne pas payer de loyer, ça c'est vraiment les plus de se déplacer. Mais alors les inconvénients sont sur le long terme lourds, je trouve que porter sa valise en permanence, payer les frais kilométriques, ne pas oser de demander des choses, quoi que ce soit, franchement ça me fait du bien de ne plus avoir à le faire. Prochainement, ouais, je ferai une vidéo à ce sujet-là de ce que j'ai adoré et ce que j'ai beaucoup moins aimé et ce pourquoi je ne le ferai sans doute plus, d'être prothésiste ongulaire qui se déplace chez les clientes. Petite note supplémentaire, on m'a demandé des questions sur les références de mon matériel, de ma valise de prothésiste angulaire qui va à domicile. Normalement, j'ai essayé de répondre un maximum sur les commentaires de la vidéo. Si jamais vous avez besoin de d'autres références ou quoi que ce soit, dites-le moi sur Insta, c'est plus facile pour moi de copier-coller les références et faire les réponses via Instagram. Sur ce, je vais essayer de dérocher cette vidéo et de la monter au plus vite parce que ça fait un moment que j'en parle. J'espère avoir été assez complète sur vos questions. On pourra faire un volume 2 de ce type de vidéo. Si vous avez apprécié ces petits retour d'expérience, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours super plaisir et ça motive énormément. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, tout ce que vous voulez et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!